Je suis né le 5 juillet 1889. Beaucoup de dictionnaires me rajeunissent de 2 ans. Je suis né à Maisons-Laffitte, en Seine-et-Oise, d'une famille charmante. Mon père était peintre, peintre amateur. Il est mort lorsque j'avais 10 ans. Mon grand-père collectionnait des objets d'art et des tableaux. Il avait de l'audace et de l'éclectisme. Les amis de mon grand-père étaient des virtuoses, des violonistes, des violoncellistes, avec lesquels il organisait des quatuors. Sivori était nain, qui mangeait les fraises en les piquant avec un cure-dent. Comme il était nain, on l'asseyait sur des partitions. Alors il regardait les titres, il disait « Pas sur Beethoven, madame, pas sur Beethoven ». Et quand ma grand-mère traversait, elle venait du salon et traversait la salle de billard sur la pointe des pieds avec son tricot, alors tout, en n'arrêtant pas de jouer, il saluait, n'arrêtant pas de jouer. Il est probable qu'on ressemble toujours à sa famille, mais c'est le dilettantisme de ma famille qui m'a trompé d'abord et qui m'a aidé ensuite. Ma famille était très éclectique. Elle écoutait avec le même plaisir Wagner et Gounod, par exemple. Tout cela, outre les mystérieux départs de ma famille pour l'opéra, soit vers Faust, soit vers le crépuscule des dieux, composait un drôle de mélange qui ne pouvait me donner qu'un vague amour de la peinture, de la musique et du théâtre. Longtemps, je n'ai pas eu le droit d'aller au théâtre et je ne connaissais le théâtre que par les programmes que ma mère oubliait dans ma chambre. Je la voyais partir pour le théâtre. Je la voyais habillée, la femme de chambre à genoux comme devant une madone, et puis elle partait rejoindre les grandes salles mystérieuses, et puis elle revenait en oubliant, en jetant des programmes sur mon lit. Et puis alors il y avait un magazine avec déjà la couverture en couleur qui s'appelait Le Théâtre. Et alors j'avais la scarlatine, la rubéole, et j'étais dans mon lit, et aussi des fausses appendicites pour ne pas aller au collège. Et puis je découpais des décors, je les réinstallais dans les petits théâtres. Et maintenant, même quand j'ai fait Péléas et Mélisande, j'ai fait ces décors vite dessinés sur des surfaces transparentes en me souvenant de mon enfance et des petits décors que je découpais dans mon lit. Il en résultait que la poésie m'apparut comme une sorte de jeu et que l'idée de lutte ne m'effleurait pas, ni d'affronter la terrible ronde des muses dont je n'envisageais que le charme et dont j'ignorais qu'elles imitent les mantes religieuses qui dévorent ceux qu'elles aiment. Il m'arrive encore de payer la note pour avoir eu trop jeune de fausses chances qui étaient des malchances. Je faisais à cette époque des poèmes absurdes et c'est Taillade qui a présenté mes détestables poèmes à Femina par l'entremise d'Édouard de Max. Il y disait du mal de tous les poètes, sauf de moi, bien entendu. C'était un homme charmant. J'ai débuté, voyez-vous, très jeune, avec trop de chance, dans un milieu qui ne goûtait pas les choses qui devaient me devenir saintes. Je n'ai compris qu'à 20 ans le rôle d'une œuvre de poète et ce qu'était la poésie. À 20 ans, j'ai décidé de ne plus faire l'école buissonnière. À 20 ans, à cet âge où Raymond Radiguet devait mourir n'ayant jamais posé le pied sur les mauvaises routes et nous indiquant à 15 ans celle qu'il convenait de suivre. Mes rencontres, qui devaient tant m'apprendre, furent celles d'Igor Stravinsky et de Pablo Picasso. Un autre de mes maîtres fut cet Erik Satie, dont la ligne s'opposait à l'impressionnisme musical et dont la musique dégraissée, délivrée de sauce et de voile, paraissait un peu trop naïve aux intellectuels. Eh bien, Satie, par rapport à nous, était déjà vieux. Il avait un petit bouc, une petite barbiche de chèvre-pied. Et il s'asseyait près de mon lit avec un melon. Il ne quittait jamais son melon, basculé jusqu'à son binocle, un parapluie entre les jambes. Il était moitié écossais, moitié de Honfleur. Il avait un peu cet esprit d'Alphonse Allais. Et là, en tortillant sa barbe de faune,
sa barbe grise de faune, il disait du mal de Ravel, détestait Ravel. Et comme Debussy détestait également Ravel, le dimanche, quand il déjeunait chez son vieux camarade Debussy, il disait du bien de Ravel pour taquiner Debussy. Qui disait, enfin, Satie, vous ne me direz pas que les valses nobles et sentimentales, ah, si, c'est pas si mal, etc. Sortez, disait Debussy. Au lieu du flou de l'impressionnisme, il nous apportait des lignes très nettes et très précises qui coïncidaient avec une espèce de retour à l'exactitude, à la ligne. Et quand Diaghilev lui a commandé le ballet Parade, j'ai pensé qu'il fallait, avec Satie, avoir Picasso. À l'époque de ma grande sottise, quand j'étais très jeune, je me souviens, c'était place de la Concorde. Nous rentrions après le spectacle. Diaghilev m'avait dit « Étonne-moi ». Eh bien, lui aussi a été étonné par l'extraordinaire effervescence de peintres, de poètes, de musiciens français de l'époque. Ce qui est propre à Paris, c'est que des musiciens et des peintres, mettons espagnols et russes, peuvent être considérés comme des Français. Par exemple, quand je dis Picasso ou Stravinsky, je pense toujours que Picasso est français, que Stravinsky est français. C'est absurde, mais c'est un fait. Et ensuite, après Picasso, Matisse, Braque, Auric Poulenc ont travaillé pour le ballet russe, qui n'était plus russe que par ses danseurs. Diaghilev est venu de Russie avec cette espèce de foire de Nijni-Novgorod et il portait une pelisse qui était tenue par des épingles de nourrice. Il n'avait jamais le sou. Diaghilev n'avait jamais le sou. Il avait l'air d'un jeune bulldog avec une dent posée au bord du sourire. Il teignait les cheveux en noir et se réservait une mèche blanche, ce qui fait que ses danseuses l'appelaient Chinchilla. Et il était toujours au fond d'une loge avec des petites lorgnettes de nacre et il ne passait rien à ses danseurs, il était féroce. Et il n'avait pas le sou. Et pour traîner derrière lui cette troupe et ces décors, c'était pas commode. Alors il tapait soit la princesse de Polignac, soit les Rothschild. Et mademoiselle Chanel, Coco Chanel, qui avec une générosité anonyme a permis, elle avait déjà gagné beaucoup d'argent, elle a permis la reprise du Sacre du Printemps et de Parade. Parade qui avait été un scandale a été un succès grâce à elle. C'est donc qu'elle était mêlée au ballet russe, mais dans la coulisse, dans l'ombre, ça personne n'a jamais su. Et Diaghilev traînait toute cette troupe sans un centime, n'est-ce pas? Il fallait qu'il tape les uns et les autres. Et puis tout son appareil Kodak était toujours au mont-de-piété. Je vois encore Nijinsky prêt à entrer dans le rôle du nègre gris de Scheherazade, avec ses mains posées sur ses genoux pour ne pas pour ne pas abîmer son maquillage, et disant « Je n'entrerai pas si tu ne vas pas chercher demain mon Kodak au clou. » Alors non, il disait, parce qu'il était un extrêmement caractère, et puis il ne serait pas entré en scène. Alors finalement, Diaghilev a cédé. Mais c'était aussi, pour moi, devenu une famille.